En fait, je parle aujourd'hui du professeur Maurice Kamto parce que je me suis rendu compte de quelque chose depuis un certain moment. Même si on me dit quoi, ce monsieur doit avoir quelque chose qui relève de la divinité. C'est-à-dire, il doit avoir un truc qui n'est pas un truc simple. Parce que depuis que l'élection présidentielle est annoncée, j'observe les bagarres qui se passent autour de l'élection présidentielle. Mais s'il y a une seule chose dont nous pouvons être tous d'accord, c'est que presque tout le monde s'unit contre un seul homme. À un moment donné, au lieu que je trouve le danger, moi je trouve plutôt que si tout le monde se réunit contre quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là doit être spéciale. Oui, parce que chez nous, on n'a pas souvent l'esprit de solidarité. On est solidaire que pour détruire. Et lorsque vous voyez les gens parler tous le même langage contre une personne, ça veut dire que la personne a refusé de siéger avec eux. Ça veut dire que la personne a refusé de jouer à leur jeu. Et j'ai l'impression que le professeur Maurice Kamto a refusé de jouer au jeu des autres politiciens, intellectuels, membres de la société civile. Bref, il a refusé de jouer au mauvais jeu. Parce que j'observe ce qui se passe depuis un certain moment donné. Je dis que je parle, j'ai envie de me taire. Mais comme j'ai dit, nous sommes dans une période cruciale, capitale. Les gens doivent savoir que nous sommes dans une période où chaque citoyen doit prendre sa responsabilité en main. Ne rien dire parce qu'on a peur qu'on nous traite de sympathisants ou de militants d'un parti politique, ce serait être complice de ce qui arrive à ce pays, de ce qui nous arrive au quotidien, sans le savoir. Et il faut que les gens le sachent. Nous sommes à une période où chacun doit prendre une part de responsabilité. Nous sommes à un tournant où chacun doit dire sa vérité. Parce que se taire, c'est se faire complice. Parce que nous sommes à une période où ne pas agir, c'est accompagner la méchanceté dont les Camerounais vivent depuis plus de 40 ans. Chacun doit pouvoir prendre une petite part de responsabilité. Donc je vois trop de choses se manigancer, trop de choses s'organiser, je vois trop de petites choses. Et puis, j'ouvre ma tête, j'essaie de prêter l'attention et je dis, mais attendez un peu. Ce pays-ci, nous on le connaît. Nous on le connaît. Parce qu'au quotidien on le subit, au quotidien on le vit. Ce pays-ci, nous on sait comment les gens agissent. Les gens sont tellement dans les intérêts personnels que quand dans ce pays, tu vois un groupe de personnes se mettre ensemble pour une cause, il faut savoir qu'ils ont beaucoup plus un intérêt personnel qu'un intérêt commun. Et c'est ce que j'observe depuis. Vous allez vous rendre compte que certains intellectuels, parce que chez nous, d'abord je voudrais vous expliquer, qu'est-ce qu'on appelle intellectuel chez nous? Chez nous, un intellectuel, c'est quelqu'un qui mange dans l'assiette de l'État, officiellement ou officieusement, et qui vient sur les plateaux tous les dimanches, détruire ceux qui veulent qu'on change le système. Ou alors celui qui veut qu'on change le système. C'est-à-dire que chez nous, les intellectuels, c'est pas nécessairement, le côté intellectuel n'est pas nécessairement ta capacité à avoir des connaissances. Hein. Non, c'est les diplômes. C'est-à-dire que l'intellectuel chez nous, c'est celui qui a les diplômes. C'est pas celui qui connaît. Tu n'as qu'à aller voir le dimanche sur les plateaux de débat pour comprendre qu'en fait, ils sont intellectuels parce qu'on leur donne les titres de docteur, de professeur, mais pas parce que, en réalité, ils produisent de la connaissance. C'est ça. Et donc, chez nous, on a donc cette catégorie d'intellectuels qui mangent officiellement ou officieusement dans la caisse. Et qui fait le sale boulot. C'est-à-dire, il ne va jamais venir débattre sur les vrais problèmes du peuple camerounais. Tu ne vas jamais le voir sur un plateau. Il va venir parler des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. Non. Il vient servir son client. Il vient travailler pour son client. Il vient rendre service à son client. C'est ça les intellectuels chez nous. Et donc, on s'est rendu compte que depuis un certain moment donné, ce qu'on appelle entre parenthèses intellectuels au Cameroun, ils s'arrangent tous à tirer sur le professeur Maurice Kamto. Ils s'arrangent tous à dire comment il y a quelque chose qui ne va pas sur le professeur Maurice Kamto.
Au point où j'ai envie de me poser la question, serait-il un véritable problème pour le pays ici? Mieux que ceux qui ont conduit le pays où nous tout connaissons, mieux que ceux qui ne nous ont pas garanti l'eau, l'électricité, la route. Je pose des questions pour comprendre. Alors, il y a chez nous, depuis que l'élection a été annoncée, il y a une autre catégorie qu'on appelle membre de la société civile. Qu'est-ce qu'on appelle membre de la société civile au Cameroun? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait rêvé d'avoir un titre représentatif, mais comme il n'a pas pu, il porte donc ça pour se consoler avec. Tu vois? Et chez nous, ce qu'on appelle les membres de la société civile, ils sont souvent dangereux plus que les poux. Enfin, certains, parce qu'il y en a quand même qui se distinguent, mais la majorité, ils sont dangereux plus que les poux. C'est aussi des gens qu'on utilise, et vous n'avez qu'à observer depuis que cette élection a commencé, comment est-ce que ce soit à travers les pages Facebook, que ce soit à travers les chaînes de télévision, les émissions dans lesquelles ils passent, vous n'allez qu'à avoir leur démarcation, leur démarche. C'est-à-dire, vous avez l'impression que... Le propos de Black OYK sur Maurice Kamto, livré dans un ton visiblement émotionnel et sincère, s'inscrit dans un contexte politique camerounais tendu, où l'expression publique d'une opinion politique franche demeure un acte de courage. Ce comédien, connu pour son franc-parler, n'hésite pas à s'aventurer sur un terrain miné où la majorité préfère se taire. Il commence son intervention en soulignant une observation devenue banale pour les habitués de la scène politique camerounaise. L'union presque totale de plusieurs acteurs politiques, intellectuels, figures de la société civile contre un seul homme, le professeur Maurice Kamto. Cette unanimité inhabituelle soulève effectivement des interrogations légitimes. Dans un pays où les alliances sont souvent opportunistes, une telle convergence contre un opposant mérite une analyse approfondie. Ce que Black OYK qualifie de quelque chose de divin, ou pas simple, en parlant de Kamto peut être interprété de plusieurs façons. D'un côté, cette image quasi mystique pourrait relever d'un excès rhétorique, une manière de traduire une admiration personnelle face à la constance d'un homme qui, malgré la pression, n'a pas fléchi. D'un autre côté, cela peut aussi refléter une perception réelle de Kamto par une frange de la population, celle d'un homme au-dessus de la mêlée, qui incarne une éthique politique rare dans l'espace francophone africain. Cependant, qualifier un acteur politique de spécial uniquement parce qu'il subit des attaques collectives peut être une démarche hasardeuse si elle n'est pas adossée à des faits concrets. L'histoire politique est remplie d'exemples d'hommes harcelés par leur père, parfois à tort, parfois à raison. Il convient donc d'aller au-delà du sentiment et de la suspicion collective pour explorer la substance des critiques portées à l'encontre de Maurice Kamto. La force du raisonnement de Black OYK repose néanmoins sur une logique intuitive difficile à écarter. Si l'establishment politique, une grande partie des intellectuels, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs de la société civile convergent contre une même figure, cela peut effectivement traduire une menace pour leurs intérêts communs. Kamto, dans cette logique, apparaîtrait non pas comme un perturbateur gratuit, mais comme une figure disruptive qui remet en cause un système établi. Là où cette logique se fragilise, c'est lorsqu'elle est érigée en vérité absolue. Que tout soit contre Kamto ne signifie pas nécessairement qu'il a raison sur tout ou que ses intentions soient toujours pures. Mais cela signale sans doute qu'il incarne une alternative suffisamment crédible pour déclencher une coalition de rejet. En politique, cela en dit souvent long sur le niveau de peur que suscite un homme. Ce que Black OYK souligne ensuite, c'est le mutisme généralisé de nombreux citoyens face à ce qu'il perçoit comme une injustice, un acharnement ciblé. Ce silence, selon lui, découle de la peur d'être catalogué comme partisan. Et à ce niveau, son propos touche un point crucial de la réalité camerounaise, l'instrumentalisation politique des étiquettes. Au Cameroun, comme dans beaucoup de régimes autoritaires, prendre la parole en faveur d'un opposant est immédiatement perçu comme un acte militant, voire comme une trahison contre l'État. Cette réalité étouffe le débat public et empêche la consolidation d'une démocratie véritablement participative. Le comédien appelle donc à une responsabilité individuelle, à la prise de parole sincère et désintéressée. C'est un cri lancé non pas en faveur d'un homme, mais pour la survie du débat démocratique. Lorsque Black OYK évoque le climat politique des 40 dernières années, il insiste sur une réalité que peut aussi affronter frontalement, l'échec systémique de la gouvernance. Le Cameroun vit, selon lui, sous une domination prolongée marquée par l'inaction, la stagnation et l'écrasement des forces vives du pays. Cette opinion rejoint celle de nombreux observateurs nationaux et internationaux qui pointent du doigt la sclérose politique, l'inefficacité de l'administration, la corruption généralisée et l'absence de perspective pour la jeunesse.
Dans ce contexte, la montée d'une figure politique crédible et critique, comme Kanto, devient non seulement une alternative, mais une menace pour les bénéficiaires du statu quo. Un autre PAN du discours de Black Oy mérite une attention particulière. Sa critique des intellectuels camerounais. Il oppose deux visions de l'intellectuel. D'un côté, celui qui est au service du peuple, qui analyse les faits, éclaire le débat public et remet en question les dogmes. De l'autre, celui qui s'est vendu à l'État, qui utilise ses diplômes comme levier de pouvoir personnel, qui occupe les plateaux télé pour diaboliser l'opposition. Cette critique est d'une lucidité rare. Le rôle de l'intellectuel dans une démocratie est de poser les bonnes questions, de désobéir intellectuellement lorsqu'il le faut, de sortir des logiques clientélistes. Mais au Cameroun, comme le souligne Black Oy, trop d'intellectuels sont devenus des instruments de répression idéologique, des serviteurs zélés d'un pouvoir décrié. Ce diagnostic pose un problème plus large, celui de la faillite morale des élites. Un pays ne peut se relever sans une élite lucide, critique et engagée. Lorsque les penseurs se transforment en propagandistes, lorsque le savoir devient un outil de domination plutôt qu'un moyen d'émancipation, la société tout entière s'enlise. Cette situation n'est pas propre au Cameroun, mais elle y prend une ampleur particulièrement dramatique. Le comédien ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque la compromission des intellectuels, et son discours entre en résonance avec ce que de nombreux citoyens murmurent sans oser l'exprimer, point la critique des membres de la société civile est tout aussi acerbe. Black Oy les décrit comme des frustrés du pouvoir, des gens qui rêvaient de représentativité et qui se consolent avec des titres autoproclamés. Si cette généralisation peut sembler excessive, elle touche néanmoins un point sensible. Une partie de la société civile camerounaise a effectivement perdu de sa crédibilité. Loin de jouer leur rôle de contre-pouvoir, certains de ses membres sont devenus des pions dans un jeu plus vaste de manipulation politique. On les retrouve sur les mêmes plateaux que les intellectuels mentionnés précédemment, parfois plus virulents encore, sans jamais apporter une réflexion de fond sur les défis structurels du pays. Black Oy a décrit une société civile dévoyée, convertie en courtier d'opinion, prête à vendre son crédit moral au plus offrant. Là encore, il ne nie pas l'existence de figures sincères et engagées, mais il insiste sur la majorité silencieuse ou complice. Ce qu'il dénonce n'est donc pas tant l'existence de divergences politiques autour de Kanto, mais l'absence d'honnêteté intellectuelle dans ses prises de position. Il ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec Kanto, mais que le débat se fasse à armes égales, dans la vérité et sans manipulation. Ce discours dénonce aussi les mécanismes subtils de la propagande moderne, utilisation des réseaux sociaux pour discréditer, manipulation des images, des mots, campagnes orchestrées à travers des médias dits indépendants mais financés par des intérêts opaques. Il évoque les manœuvres bien connues dans les régimes en crise, la fabrication de l'ennemi intérieur. En diabolisant une figure de l'opposition, le régime et ses soutiens cherchent à détourner l'attention des vrais problèmes, à maintenir la population dans un état de peur et de confusion. Cela participe d'une stratégie classique de division et de conquête dans laquelle le peuple est l'éternel perdant. La question centrale demeure alors, pourquoi Maurice Kanto dérange-t-il autant? Est-ce à cause de son passé d'ancien ministre? Son expérience au sein du système en fait-il un témoin trop gênant? Son parcours académique? Son aisance intellectuelle, son éloquence déroute-t-il une classe politique qui a peu à offrir sur le plan des idées? Ou est-ce tout simplement sa capacité à fédérer, à mobiliser, à faire rêver, qui constitue un danger? Ce sont ces questions que le propos de Black Oy oblige à se poser. Car au-delà du personnage, c'est la peur d'un changement véritable qui semble provoquer cette hystérie collective. Le discours du comédien n'est pas exempt de limites. Il est parfois trop imprégné d'émotions, de colère, et peut verser dans l'amalgame. Tous les intellectuels ne sont pas corrompus, toutes les figures de la société civile ne sont pas achetées. Généraliser, c'est parfois faire le jeu de ceux que l'on combat. La complexité de la réalité politique impose de la nuance. Néanmoins, son intervention a le mérite de briser le silence, de poser les questions que beaucoup n'osent plus poser. En ce sens, il participe à sa manière à la revitalisation du débat public. Enfin, ce cri du cœur s'adresse surtout à la jeunesse camerounaise. C'est un appel à sortir de la torpeur, à refuser le fatalisme, à s'approprier les enjeux de l'heure. À travers son monologue, Black Oy engage chacun à jouer un rôle, à refuser l'indifférence. Il rappelle que la neutralité, dans un contexte d'injustice, devient une complicité. Ce n'est donc pas seulement un plaidoyer pour Kanto, mais pour la vérité, pour la justice, pour un avenir possible. Au terme de cette analyse, il apparaît que les propos de Black Oy sont bien plus profonds qu'un simple soutien partisan. Il dévoile une crise systémique, celle de la pensée, de la morale, de la responsabilité collective. Kanto,
dans cette perspective, devient un symbole, non pas d'un homme parfait, mais d'un espoir d'alternative. Ce que le système ne tolère pas, c'est précisément cette alternative, car elle remettrait en cause des décennies d'impunité, de clientélisme et de domination silencieuse. C'est donc dans ce contexte que les paroles du comédien prennent tout leur sens. Il ne s'agit pas seulement de défendre un homme, mais de réclamer un espace pour que la démocratie puisse exister, pour que le peuple camerounais puisse, un jour, reprendre la parole et le pouvoir.